Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé, dit-elle. » Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond. Incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète.
Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en deux parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. À quoi ressemblerait la Terre si elle était la seule planète du système solaire ? Et qu'arriverait-il à notre planète si la Lune disparaissait ? Et que se serait-il passé si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints ? On connaît bien l'histoire. Il y a plus de 66 millions d'années, un énorme astéroïde a percuté la Terre. Près de 75% des créatures qui peuplaient la planète à cette époque, dont les dinosaures, ont été anéanties lors d'une extinction massive. Tyrannosaures, Triceratops, Vélociraptor, tous disparus. Mais grâce à cela, c'est nous qui sommes en vie. Selon la science, l'espèce humaine s'est développée de manière plus sûre sans ces créatures gigantesques qui nous auraient pourchassés.
Mais que se serait-il passé si cet astéroïde s'était écrasé sur le sol à quelques kilomètres de l'endroit où il est tombé? À quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Imagine que tu marches dans la rue vers ton supermarché local et que tu croises un T-Rex de la taille d'un camion. Est-ce que cela pourrait arriver dans un univers alternatif? En réalité, les dinosaures auraient dû survivre à bien plus d'un astéroïde pour vivre encore de nos jours. Il y a environ 55 millions d'années, les températures de la planète ont augmenté. Le climat est devenu plus chaud qu'aujourd'hui, de 8 degrés Celsius. Les forêts tropicales ont prospéré et la végétation était abondante. Dans ce scénario, les dinosaures herbivores auraient probablement prospéré. Mais ils auraient commencé à avoir une apparence un peu différente. Les plantes qui poussaient à cette époque n'étaient pas très riches en nutriments. Cela signifie que les dinosaures auraient probablement rétréci, n'ayant pas l'énergie nécessaire pour grandir jusqu'à leur taille maximale. Puis, il y a environ 34 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Antarctique se sont séparés, ce qui a entraîné un climat plus frais et plus sec. Pendant cette période, les dinosaures à longues pattes auraient été les seuls à survivre. À cette époque, les animaux devaient parcourir de longues distances pour chasser, car les saisons ont commencé à affecter la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Par rapport aux mammifères de cette période, les dinosaures auraient eu des avantages considérables, comme un plus grand nombre de dents ou une meilleure vue. Quant aux mammifères, certains d'entre eux n'auraient probablement jamais évolué. Ils auraient d'abord été le petit déjeuner des dinosaures. Au fait, savais-tu que certains dinosaures vivent encore parmi nous aujourd'hui? Pense aux pigeons, ou aux oiseaux en général. Ils ont tous évolué à partir de dinosaures. Maintenant, tu as sans doute déjà entendu dire que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau. Si c'était vrai, que se passerait-il si nous en utilisions 100%? Serais-tu capable de composer une symphonie? Deviendrais-tu un génie de la tech et pourrais-tu créer du jour au lendemain une entreprise à plusieurs millions de dollars? Commençons par rétablir la vérité. Non, nous n'utilisons pas que 10% des capacités de notre cerveau. Cette idée reçue a été fortement popularisée par les films, mais elle n'est pas exacte. La vérité est que la plus grande partie de ton cerveau est active à tout moment. Mais toutes les parties ne fonctionnent pas simultanément. Le pourcentage exact varie d'une personne à l'autre. Cela étant dit, les neurologues expliquent que tu ne voudrais pas utiliser 100% des capacités de ton cerveau en même temps. Ton corps n'aurait tout simplement pas assez d'énergie pour cela, ce qui signifie que tu aurais tout le temps faim. Imagine le nombre de calories que tu devrais consommer pour que cela fonctionne. Tu serais également limité par les besoins fondamentaux de ton corps. Respirer, digérer les aliments et faire circuler le sang. Si tu utilisais toutes les capacités de ton cerveau en permanence, tu serais tout le temps fatigué. Ce serait pire que de courir un marathon sans aucune préparation. Ton cerveau aurait besoin de tout le sang dont tu disposes, ce qui signifierait moins d'oxygène pour tes poumons. Plusieurs de tes organes commenceraient à s'éteindre un par un. En un mot, ce serait fatal pour ta santé. Au fait, certains chercheurs ont estimé que plus de 60% du cerveau est composé d'une substance que l'on appelle la matière noire neuronale. En d'autres termes, cette matière noire est constituée de neurones qui n'ont pas de fonction apparente ou qui ne répondent pas tout simplement aux stimuli courants. Les marathons font partie des plus grands exploits d'endurance au monde. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu décidais de courir un marathon sans aucun entraînement? Les statistiques sont accablantes. Près de 50% des participants abandonneraient la course avant de franchir la ligne d'arrivée. Un marathon ordinaire fait 42 km de long. Et si tu n'es pas habitué à l'activité physique, c'est un défi de taille. Tu serais probablement capable de courir le premier kilomètre sans problème grave, mais en respirant bruyamment et fortement par la bouche. Au 5e kilomètre, ta température corporelle monterait en flèche et tu aurais l'impression d'avoir une légère fièvre. Tu abandonnerais très probablement à ce stade. Mais si tu décidais de continuer, tu devrais tromper ton esprit et ton corps pour courir les 37 km supplémentaires. Au 32e kilomètre, tu atteindrais ce qu'on appelle le mur. Ton corps aurait brûlé toutes tes réserves de glucose et tu serais extrêmement fatigué. Même les coureurs expérimentés passent souvent par cette étape. À la fin du marathon, tu te promettrais de ne plus jamais faire ça. Tu quitterais la course avec au minimum quelques crampes et l'envie de dévorer le plus de nourriture possible. Maintenant imagine ceci, la nuit est belle et claire. Il n'y a pas de nuages et tu peux voir deux des planètes les plus brillantes du ciel qui scintillent là-haut. Ce sont Mars et Vénus. As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si la Terre était la seule planète du système solaire? Si les autres planètes n'existaient pas, les choses seraient différentes pour notre Terre.
Les planètes du système solaire travaillent de concert, se maintenant les unes les autres dans une certaine position grâce à leur force gravitationnelle. Maintenant, si Mercure ou Vénus cessaient d'exister, la Terre dériverait plus près du Soleil. Notre température atmosphérique deviendrait similaire à celle de la surface de Mercure, soit 430 degrés Celsius. Cela rendrait la vie sur Terre impossible. Mais si Jupiter ou Saturne disparaissaient, la Terre dériverait très probablement encore plus loin du Soleil, et sa température descendrait en dessous de moins 130 degrés Celsius. Si la vie parvenait à se maintenir dans de telles circonstances, elle serait probablement aquatique. La position de la Terre dans le système solaire n'affecte pas seulement toute forme de vie, mais elle dicte aussi les saisons, la longueur des journées et la durée d'une année. Et si, en plus des planètes, la Lune disparaissait, que se passerait-il si un beau jour notre satellite s'évaporait tout simplement? Cela aurait des conséquences catastrophiques. La Lune a une grande influence sur les marées de la Terre. Dans un monde sans Lune, les marées diminueraient d'environ 75%. Cela affecterait grandement les crabes, les moules et les escargots de mer qui vivent dans les zones de marée. Cela perturberait donc le régime alimentaire des animaux plus gros. Finalement, cela affecterait des écosystèmes côtiers entiers. Le climat de la Terre changerait aussi. Les marées et les courants aident à mélanger l'eau froide de l'Arctique avec l'eau plus chaude des tropiques, stabilisant ainsi le climat dans le monde entier. Les prévisions météorologiques deviendraient presque impossibles. Et la différence de température entre les endroits les plus chauds et les plus froids de la Terre deviendrait extrême. L'absence de la Lune influencerait également l'inclinaison de la Terre. Actuellement, la Terre est inclinée sur son axe à un angle de 23,5 degrés, principalement à cause de la gravité de la Lune. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait entre 10 et 45 degrés. Les scientifiques pensent que même une légère différence dans l'inclinaison de la Terre pourrait provoquer d'énormes changements, comme une période glaciaire. En plus de cela, un ciel sans Lune bouleverserait la vie de nombreux animaux nocturnes. Les papillons de nuit ont évolué pour se diriger en utilisant la lumière de la Lune et des étoiles. Les bébés tortues utilisent la lumière de la Lune pour trouver leur chemin vers l'océan. Différents animaux comptent à la fois sur l'obscurité et sur une petite quantité de lumière lunaire pour chasser efficacement. Et maintenant, que dirais-tu de voyager dans le temps et d'imaginer ce qui se passerait si tu vivais en Égypte ancienne? Cette civilisation a perduré plus de 3000 ans. On doit aux anciens Égyptiens la construction de certains des symboles les plus reconnus au monde. Les pyramides de Gizeh. Si tu avais vécu en Égypte ancienne, tu aurais été témoin d'une époque d'énormes percées scientifiques et mathématiques. Les anciens Égyptiens s'organisaient en structures sociales strictes. Tu aurais donc probablement dû t'intégrer dans l'une d'entre elles. Tu serais né ouvrier, fermier ou spécialiste, c'est-à-dire soldat, marin ou précepteur. Ou bien tu aurais fait partie de l'élite égyptienne. Si tu avais été fermier, tu aurais probablement vécu dans une maison faite de briques de terre. Tu aurais eu un four en pierre et tu aurais conservé tes aliments dans une fosse creusée dans le sol. Tu aurais passé tes journées à t'occuper de champs au bord du Nil ou du bétail et des canards. Les jours d'impôt, tu aurais emballé une partie de ta récolte et l'aurais apportée au temple en guise de paiement pour l'utilisation des terres. Si tu avais fait partie de l'élite, tu aurais passé la plupart de tes journées à des banquets. Tu serais paré d'or et de pierres semi-précieuses, affichant toute ta richesse. Si tu avais vécu dans l'Égypte ancienne, tu aurais peut-être été l'un de ceux qui ont inventé la table. Et oui, avant les Égyptiens, les tables n'existaient pas. Cette invention est apparue comme un moyen de garder la nourriture hors du sol. La Lune, un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de Lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète.
Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre. Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre. Et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés. Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité. La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roches chaudes restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roches fondues a fusionné. Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe. C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant. Il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune. De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence.
Tu vois cette tache sombre là sur la face cachée de la Lune? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km. Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années, la Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites. L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter. Mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau. Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas. Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type. Et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active.
Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique, par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade, sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1 demi-million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter. Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un méga-séisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour. Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte, puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus.
Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la Terre en place. Eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue, se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se produit. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièce de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion.
Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcanique. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires,
et certains de ces mêmes éléments. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ces projets. Considère ceci, la moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à
tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé, loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion, un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers-retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur... Cette grande boule de feu située à des milliers de kilomètres de nous est l'objet le plus brillant de notre système solaire, ainsi que le plus grand.
Si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket, alors la Terre serait un tout petit raisin. Mais le Soleil ferait paraître Jupiter ridicule. Cette grosse boule brûlante dans le ciel est composée d'hydrogène et d'hélium et mesure 1 400 000 km de diamètre, ce qui la rend plus de 100 fois plus grande que notre petite planète bleue. Il fait 5540 degrés Celsius à la surface et 15 millions de degrés en son centre. En revanche, la Lune est un peu plus facile à cerner, avec un diamètre d'environ 3500 km, soit moins d'un tiers de celui de la Terre. Elle peut sembler très grosse en train de flotter dans le ciel, mais c'est parce qu'il s'agit de l'objet le plus proche de nous. Mais que se passerait-il si les rôles, ou dans le cas présent les corps célestes, étaient inversés et que la Lune devenait tout à coup plus brillante que le Soleil? Explorons plusieurs scénarios. Scénario 1. Si la Lune devient plus brillante que le Soleil, les nuits seront plus lumineuses que les jours. Cela signifie que ton cycle de sommeil sera perturbé. Tous les animaux nocturnes seront complètement désorientés. Quand faut-il sortir et manger désormais? Au pôle nord et sud de la Terre, les nuits et les jours durent déjà plusieurs mois. Les habitants de cette région ont donc déjà une idée de ce que c'est que de dormir à 23h avec le soleil qui brille au-dessus d'eux. Pour le reste d'entre nous, ce ne sera pas si facile. Disons que tu es en train de camper, tu prépares un bon repas et tu te prépares pour une longue nuit. Après t'être frayé un chemin dans la forêt, tu trouves un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et le ciel clair. Il est 19h. Tu allumes un feu pour y cuire des marshmallows et tu prépares ton télescope. Le seul problème est que lorsque le soleil commence à se coucher, la lune éclaire le ciel encore plus intensément. Il ne fait pas aussi chaud qu'on pourrait l'imaginer car il ne s'agit pas de lumière directe du soleil, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours assez chaud. Scénario 2. Les températures vont certainement augmenter de toute façon. Cela signifie que la neige va fondre plus vite que tu ne pourrais dire « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» La neige sur les calottes polaires sera la première à fondre, suivie par les calottes polaires elles-mêmes. Avec cette chaleur, le niveau des mers va monter et entraîner sous l'eau les petites îles éloignées, disséminées dans l'océan. Les villes côtières disparaîtront, et tout le monde vivra plus près de l'intérieur des terres. Cela provoquera probablement une réaction en chaîne dans l'économie mondiale. Il n'y aura plus d'hiver, ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'activités hivernales comme le ski, le snowboard ou les batailles de boules de neige. Les animaux et les plantes du monde entier seront affectés. Le monde se transformera en un grand désert. L'eau se fera rare au fil des ans, mais les gens trouveront un moyen de la préserver. Scénario 3. Tu es assis derrière ton bureau, tu t'ennuies. Tu manques de clients. Les gens n'achètent pas autant de lunettes de soleil que tu ne le pensais. Mais la lune devient soudain plus brillante que le soleil et tout le monde doit porter ses lunettes en permanence lorsqu'il sort. Tu ne peux pas répondre à la demande de lunettes de soleil, alors tu embauches plus de personnel et tu développes ton activité. Tu finis par devenir la première entreprise de lunettes de soleil du pays. On déconseille de regarder le soleil à tout moment du jour ou de la nuit. Les villes sont couvertes d'immenses visières pour réduire la luminosité au quotidien. Les lunettes de soleil se trouvent de toute taille et de toute forme pour les différents moments de la journée. Certaines ressemblent à des lunettes de protection fixées autour de la tête, tandis que d'autres ressemblent à de grands casques. Scénario 4. L'atmosphère de la Lune est si fine qu'elle ne peut rien retenir. Tout comme dans les déserts sur Terre. Il n'y a pas de nuages pour apporter de pluie, c'est pourquoi il fait toujours chaud ou froid. Oui, le plus grand désert du monde est le continent antarctique, qui est un désert froid et stérile, contrairement à ce que les gens pensent du désert du Sahara. Donc si tu veux toujours atterrir sur la Lune, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois maintenant. Les personnes qui travaillent dans la Station spatiale internationale devront se trouver un nouveau bureau. La Lune sera trop brillante pour qu'on puisse la voir, compte tenu de la distance qui les sépare. Si la Lune est juste plus brillante que le Soleil, en omettant la chaleur, alors la Station spatiale aura besoin de quelques petits ajustements pour empêcher la lumière d'entrer. La raison pour laquelle nous voyons la Lune sous différentes formes est due à sa position par rapport au Soleil. La Lune ne tourne pas, contrairement à la Terre. Elle est en quelque sorte collée à nous et montre toujours le même côté. Ainsi, selon la position de la Lune au cours du mois, nous aurons une nuit super lumineuse pendant la pleine Lune et des nuits relativement brillantes pendant le reste du mois. Scénario 5. Si la Lune devenait plus brillante que le Soleil, elle produirait plus de chaleur que le Soleil et deviendrait aussi probablement plus grosse. La gravité sur Terre changerait considérablement en raison de la nouvelle taille de la Lune. La structure entière de l'orbite changerait et affecterait les objets célestes qui flottent dans l'espace. Les planètes commenceraient bientôt à tourner autour de la Lune. La Terre pourrait s'éloigner davantage du Soleil. Si cela se produisait, tout devrait se réajuster aux changements radicaux de la gravité.
Une gravité insuffisante signifie que les bâtiments n'auraient pas de fondations solides sur lesquelles reposer et finiraient par s'effondrer. Les ponts et les grands monuments ne tiendraient pas non plus. Les gens ne seraient pas capables de marcher correctement et le feraient d'une drôle de manière. Scénario 6. Dans plusieurs des scénarios, j'ai indiqué que la Lune était simplement plus brillante que l'objet qui émet la dite lumière. Mais dans ce cas, la lumière proviendrait de la réflexion du Soleil par la Lune, ce qui signifie que le Soleil devrait être 2 fois plus brillant qu'aujourd'hui. Si le Soleil devenait 100 fois plus grand, il émettrait plus de rayons, qui peuvent être nuisibles et émettre beaucoup de radiations nocives pour tout être vivant sur Terre. La force gravitationnelle du Soleil pourrait attirer d'autres objets en orbite autour de lui et amener d'autres objets de l'espace à rejoindre son orbite. Les planètes feraient la fête dans notre club galactique et nous pourrions être éjectés de notre orbite à nous. Bien sûr, cela poserait un plus grand risque pour tout ce qui se trouve sur Terre, car les choses deviendraient plus chaudes et plus sèches qu'auparavant. Scénario 7. Si nous parlons de la Lune qui devient plus brillante, nous pouvons aussi supposer qu'elle sera plus proche de la Terre que maintenant. La luminosité ne sera pas le problème ici, car la gravité entraînera des changements majeurs sur Terre. Mais chaque jour, 24 heures sur 24, il y aura une marée haute. Elle sera si extrême qu'il y aura des inondations constantes dans toutes les villes côtières. Toutes les îles seront submergées, ce qui augmentera la population des villes de l'intérieur des terres. La vie marine vivra le meilleur moment de sa vie lorsque l'eau submergera les sols. Les bateaux devront être repensés pour s'adapter aux nouvelles conditions, de même que les sous-marins. Le transport aérien sera la priorité, mais les grands navires de croisière auront un look futuriste et une carrure plus imposante pour résister aux vagues violentes. Les nuits seront très lumineuses par rapport aux jours ordinaires. La température mondiale augmentera, ce qui fera fondre la neige et fera monter encore plus le niveau des mers. Les comètes et autres objets célestes seront attirés par une force gravitationnelle plus forte, de sorte que nous devrons toujours lever la tête lorsque nous sortirons. Mais ne t'inquiète pas, la Lune est toujours là et le sera encore pendant très longtemps. La relation entre la Terre et la Lune est compliquée. Heureusement, nous n'avons qu'un seul satellite naturel. D'autres planètes dans notre système solaire ont plusieurs lunes qui tournent autour d'elles. Certaines sont si grandes qu'elles ont la taille de la Terre. Imagine que plusieurs d'entre elles puissent affecter notre planète d'origine. Mais ça, c'est un sujet pour une toute autre histoire. As-tu déjà vu l'autre côté de la Lune? Bien sûr que non, mais tu l'as peut-être déjà vu en photo. Dans ce cas, t'es-tu déjà demandé pourquoi ces deux faces ont l'air si différentes? Eh bien, tu vas le découvrir. Beaucoup de gens pensent que si nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la Lune, c'est parce qu'elle ne tourne pas autour de son axe. Mais ce n'est pas vrai. La Lune tourne bel et bien. Elle le fait simplement au même rythme que son mouvement orbital. C'est un cas particulier de rotation synchrone. La première fois que nous avons vu la face cachée, c'était seulement en 1959, grâce aux missions soviétiques Luna et plus tard au programme américain Apollo. Lorsque Luna 3 et d'autres vaisseaux spatiaux ont transmis les premières images du côté opposé de la Lune, ils ont révélé un hémisphère beaucoup plus cratérisé qui ressemblait davantage à Mercure ou à Callisto, la lune de Jupiter. C'était complètement différent de ce à quoi l'on croyait jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point l'autre côté est vraiment étrange. Sérieusement, regarde ça. La face visible peut se vanter d'avoir une croûte plus fine et plus lisse. Ces magnifiques taches sombres sont appelées mers lunaires. Ce sont les derniers vestiges d'anciennes coulées de lave. Et quand on dit anciennes, on parle de plus de 3 milliards d'années. A l'inverse, la croûte de la face cachée est plus épaisse et les cratères sont plus marqués. Les coulées de lave n'ont presque pas eu d'effet sur ces cratères d'impact. Elle est également dépourvue de toute mer de grande taille. La face cachée ressemble à du fromage blanc séché. Et honnêtement, tu ne trouves pas toi aussi que la face visible est bien plus jolie? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Donc, il y a à peine 50 ans, nous avons appris pour la première fois l'existence de ces différences apparentes. Mais les scientifiques ont ensuite découvert quelque chose d'étrange. Les deux côtés diffèrent jusque dans leur composition géochimique. Et pas seulement dans ce domaine. Notre côté est plus fin que le côté opposé de plusieurs kilomètres. Mais d'où proviennent ces différences considérables sur une simple boule de roche flottante? Pour les scientifiques, c'était un mystère. Ils se sont mis à formuler de nombreuses théories. La théorie de la Lune fondue a été prépondérante pendant un moment. Elle indiquait que c'est à cause de la Terre que notre Lune est ainsi. Cela s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. La Lune est née à cause d'une collision. Un jour, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre.
À ce moment-là, un morceau s'en est détaché qui est devenu plus tard la Lune. Cependant, ce morceau était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Certains artistes ont créé des images de la soi-disant Lune primitive. Contrairement à notre mignonne petite boule blanche, la Lune primitive avait un aspect étrange de boule écarlate bouillonnante. Ce morceau ne nous a pas quittés après la séparation. Il est entré en rotation synchrone avec nous très peu de temps après. Après la collision, la Terre était encore un enfer incandescent, plein de feu et de lave. Elle bouillait à une température de 2500 degrés Celsius. Et comme la Lune a toujours été tournée vers nous d'un côté, ce côté un peu fondu, cela expliquerait pourquoi la surface de la Lune, ce qu'on appelle le manteau, est plus mince sur le côté proche que sur le côté opposé. Pendant l'ébullition de la Terre, certains éléments se sont évaporés de celle-ci. Ils se sont ensuite déposés sur la Lune. Cela expliquerait la différence de composition géochimique entre les deux faces. Mais il y avait une faille dans la théorie. D'où venaient les éléments chimiques rares et étrangers, comme ces isotopes inhabituels de phosphore, de potassium et de tungstène? Le côté visible en est rempli. Or, ils n'ont pas pu provenir de la Terre. Il existe aussi d'autres théories. L'une d'entre elles avance qu'au départ, nous avions deux toutes petites lunes. Plus tard, elles auraient fusionné, d'où la différence dans leur composition. Mais cette théorie semble un peu farfelue, sans compter qu'elle comporte une faille. Par exemple, la transition entre les deux faces est beaucoup trop douce. Si notre Lune était issue de la fusion de deux petites lunes, cette transition serait plus abrupte. Les scientifiques étaient donc un peu perdus sur ce point. Mais récemment, ils ont enfin compris ce qui est réellement arrivé à la Lune. Et c'est grâce aux orbiteurs Grail de la NASA qui ont passé plus d'1 an à tournoyer autour de la Lune, à la cartographier et à étudier sa composition. Grâce à ces données, les scientifiques ont créé près de 360 simulations informatiques. Celles-ci ont révélé diverses projections d'impact, d'objets de taille variée, voyageant à des vitesses différentes. Les scientifiques ont comparé les résultats avec notre Lune actuelle. Ils ont essayé de déterminer quelle simulation se rapprochait le plus de l'état actuel de notre satellite. Ainsi, ils ont finalement résolu ce mystère vieux de 50 ans. La réponse consiste en une collision avec une planète naine il y a 4,3 milliards d'années. Cet énorme objet était légèrement plus grand que Cérès, qui est l'une des planètes naines de notre système solaire. Son diamètre est de 933 km, soit à peu près la taille de la France ou de l'Allemagne. Cet objet massif s'est donc écrasé sur la Lune, quelque part près du pôle Sud. Le choc a été si fort qu'il a changé l'aspect de la Lune pour toujours, laissant derrière lui une traînée de 5600 km. Il te faudrait environ 14 heures en avion pour parcourir cette distance. Ce cratère a recouvert toute la face cachée de la Lune. Il a endommagé son manteau et il a créé ce qu'on appelle le bassin pôle Sud-Aitken. Il s'agit d'un cratère d'impact dont le diamètre est de 2500 km, soit l'équivalent du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. La formation de ce bassin a été un événement déterminant dans l'histoire de la Lune, et c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du système solaire. La collision a également provoqué une puissante onde chaude qui s'est répandue sur la Lune. Cette vague a dispersé les restes de ces minéraux rares et chauds que les scientifiques ont trouvés sur la face visible. C'est ainsi que notre joli côté est devenu le foyer de ce qu'on appelle Procellarum Creep Terrain ou PKT en abrégé. Il s'agit en fait d'une anomalie de composition, une concentration de potassium, de phosphore et d'autres éléments rares comme le thorium. On peut dire que ces minéraux sont un cadeau pour nous de l'espace profond. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de collisions dans l'histoire de la Lune. Toutes n'ont fait que creuser ce cratère déjà grand. C'est pourquoi le manteau du côté visible est devenu de plus en plus mince au fil du temps. De plus, nos minéraux surdoués ont dégagé beaucoup de chaleur. Le manteau a donc fondu un peu plus, et encore plus. Cela a accidentellement provoqué le réveil des volcans lunaires. L'activité volcanique a augmenté sur le côté proche. D'intenses coulées de lave ont rempli les vieux cratères vides, et c'est ainsi qu'est née la magnifique mer lunaire. C'est à peu près comme ça que tout s'est passé. Toutes ces informations ont été obtenues grâce aux chercheurs des universités de Brown, Purdue et Stanford et du JPL de la NASA. La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Tu peux donc la lire plus en détail si cela t'intéresse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. La priorité première est la mission de retour du bassin pôle Sud-Aitken.
Les échantillons prélevés là-bas seront utilisés pour déterminer plus précisément l'âge de la Lune, son histoire et la nature de la croûte et du manteau. Une autre cible cruciale est Moscoviens. C'est le nom d'une grande plaine de lave sur la face cachée de la Lune. L'étudier nous aidera à mieux comprendre la différence entre les deux faces et nous dira aussi comment l'autre face s'est formée. Toutes ces connaissances sont importantes pour comprendre l'histoire de la Lune, mais c'est aussi très pratique pour l'exploration spatiale en général. Les scientifiques utilisent la Lune comme point de référence pour déterminer l'âge d'autres planètes et de mondes entiers dans l'espace. La Lune nous aide à déterminer la chronologie du développement de l'ensemble du système solaire. Alors reste à l'écoute pour de nouvelles recherches et découvertes passionnantes. On a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars a pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris qui en ont résulté se sont alors rassemblés en une boule compacte qui est ensuite devenue notre Lune. Mais une question sème le doute chez les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux, alors comment se fait-il que la Lune en contienne autant ? Les toutes dernières études rejettent cette théorie principale, et nous ne savons donc toujours rien avec certitude sur la naissance de notre satellite naturel. Sur la Lune, le fer est conservé en parfait état car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas rouiller. Mais il y a quelques années, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions les plus élevées de notre satellite, le fer s'oxyde et rouille bel et bien. Au début, cette découverte a rendu les astronomes extrêmement perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines zones de la Lune. Mais ensuite, une explication s'est imposée. L'oxygène pourrait avoir atteint la roche sans vie depuis notre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient arracher de l'oxygène aux couches supérieures de l'atmosphère terrestre et le transporter jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas au fond des ravins et surtout sous la surface de la Lune. L'eau sur Terre est une énigme pleine de mystères. La théorie la plus répandue est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons aujourd'hui prospérer. Mais une nouvelle avancée suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a tout un tas de matière organique, et dans des conditions spécifiques, cette matière pourrait créer tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir nos océans 1 millier de fois. Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et ont obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il est aussi venu de l'espace. Les changements climatiques dont nous sommes témoins s'inscrivent probablement en partie dans un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont imaginé un modèle dans les variations climatiques de notre planète, et il ressemble à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années, et ils sont tous liés à la façon dont la Terre est positionnée par rapport au Soleil. Ces saisons ont été surnommées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House, en fonction des températures dominantes. Au cours des 3 derniers millions d'années par exemple, notre planète a été dans l'état Ice House, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas à si longtemps. Mais les activités humaines, en ajoutant à l'effet de serre, ont poussé l'état du climat vers l'état Warm House beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Lorsque cet état arrivera, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas connu depuis plus de 50 millions d'années. Revenons maintenant à la Lune. On peut la voir à différents endroits du ciel, de différentes tailles et même de différentes couleurs chaque nuit. La taille et l'emplacement sont assez faciles à expliquer. Comme la Terre tourne autour de son axe et tourne autour du Soleil, nous voyons la Lune voyager dans le ciel nocturne et se rapprocher ou s'éloigner de notre planète. Le fait qu'elle soit jaune vif ce soir et rouge sombre demain est plus complexe à expliquer. La couleur naturelle de la Lune vue de l'extérieur de l'atmosphère terrestre est gris brunâtre. Depuis la surface de notre planète, cependant, elle peut varier beaucoup. Lorsqu'elle est vue juste au-dessus de nos têtes, elle semble généralement brillante et presque blanche, car sa lumière réfléchie traverse une couche relativement fine de l'atmosphère. Presque rien ne bloque et ne réfracte la lumière, si bien qu'elle apparaît très claire.
La Lune peut paraître jaune, orange ou même rouge lorsqu'elle est vue juste au-dessus de l'horizon. L'effet est similaire à ce qui se passe au lever et au coucher du Soleil, lorsque le Soleil semble être rouge. La lumière parcourt un chemin beaucoup plus long pour atteindre tes yeux depuis cet endroit, et une grande portion de la partie bleue de son spectre est perdue. Cela transforme la couleur de la lumière en une variété beaucoup plus chaude. Notre satellite naturel peut aussi paraître bleu, et la raison en est la présence de fines particules dans l'air. Elles réfractent la lumière, de sorte que la Lune n'a jamais l'apparence qu'elle a en dehors de l'atmosphère. Mais quand les particules sont plus grosses que d'habitude, elles lui donnent cette couleur bleutée. Enfin, il y a de très rares moments où la Lune peut paraître violette. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit, mais les astronomes pensent que ce doit être une combinaison de l'atmosphère, des particules de poussière et peut-être d'autres choses. Il n'y a pas d'explication claire. Les tremblements de Lune n'appartiennent pas seulement à la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils le font, ils se produisent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme inactive d'un point de vue tectonique. Mais des observations plus récentes ont montré qu'elle connaît encore de faibles séismes de temps en temps. Tu ne pourrais probablement même pas les sentir si tu te tenais à la surface de Mars. Mais cela signifie que certains processus géologiques sont toujours en cours sous le paysage rouge et poussiéreux. Il n'y a pas de côté obscur de la Lune. Notre satellite est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous du même côté, tandis que l'autre est toujours caché à nos yeux. Le Soleil est beaucoup plus loin de nous que la Lune, et il réchauffe et éclaire tour à tour un côté et l'autre de la Lune, tandis que nous tournons tous les deux en rond. Cela signifie que la Lune est éclairée par le Soleil d'un côté ou de l'autre, mais nous ne pouvons pas le voir de là où nous sommes. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. Elle s'éloigne d'environ 4 cm chaque année, ce qui signifie que dans 600 millions d'années, elle sera 23 000 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Ce délai est tout à fait symbolique. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. Il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties qui sont en permanence ombragées près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment percutées par des astéroïdes et des comètes qui contiennent de la glace d'eau. Ce processus pourrait même nous avoir aidés à obtenir nos propres lacs et océans, et pas seulement l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. La même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Pour ceux qui pensent que la Terre n'a qu'une seule Lune, il faut savoir qu'il y a 2 autres astéroïdes en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il suit son propre chemin spécifique autour du Soleil. Le deuxième suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune et une année y est divisée en 12 jours, sachant que chacun est aussi long que nos mois. Les jours ont reçu des noms en l'honneur des astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur dans toutes ses parties. L'épaisseur moyenne est d'environ 50 km, mais il y a des zones beaucoup plus minces et beaucoup plus épaisses. Cela est parfois dû aux cratères que l'on trouve sur toute sa surface, et il y a aussi de gros tubes creux en dessous. Un orbiteur lunaire a trouvé un de ces tubes il y a plusieurs années, et il est plutôt énorme. Bien que la forme du tube soit irrégulière, il pourrait contenir un terrain de football entier. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qu'ils pourraient trouver dans ces profondeurs. Il pourrait s'agir d'un système de tunnel ou d'une merveille géologique. L'explication la plus répandue de cette chose est qu'il s'agit d'un tube de lave comme on en trouve aussi sur Terre. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Aux dernières nouvelles, Mercure est en train de rétrécir.
On pensait pourtant que notre planète était la seule du système solaire à avoir une activité tectonique. Cela signifie que la planète dégage de la chaleur parce que les plaques sous sa croûte bougent, ce qui modifie la surface et finit par faire rétrécir la planète. Mais donc, apparemment, cela se produit aussi sur Mercure. Les chercheurs ont pris des photos de la planète en 2016. Ces photos ont montré des reliefs qui font penser à des falaises. On les appelle des cicatrices de faille. Comme elles sont relativement petites, l'équipe pense qu'elles se sont formées il n'y a pas très longtemps, ce qui signifie que Mercure se contracte encore, même 4,5 milliards d'années après la formation du système solaire. Mercure a un noyau interne solide et un noyau externe en métal liquide qui l'entoure. Elle est encore en train de se refroidir. D'ailleurs, toutes les planètes telluriques sont encore en train de se refroidir depuis l'époque de leur formation initiale. À mesure que les parties liquides du noyau de la planète deviennent plus solides, la planète se contracte et rétrécit. Comment se fait-il qu'on ne voit pas les planètes scintiller comme des étoiles ? Si tu étais dans l'espace, tu ne verrais pas les étoiles scintiller. Mais depuis la Terre, tu le vois à cause de l'atmosphère. Notre couverture d'air protectrice réfracte la lumière des étoiles, ce qui signifie qu'elle la disperse en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes apparaissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère de la Terre, mais ces mouvements s'annulent en quelque sorte. C'est pourquoi nous voyons leur lumière de façon stable. Si tu apportais un bloc de plomb sur Vénus, il fondrait comme un bloc de glace sur notre planète. La température à la surface de Vénus peut atteindre 482 degrés Celsius. Même lorsque les chercheurs y envoient des sondes spatiales, ces dernières ne peuvent pas supporter l'environnement trop longtemps. Par exemple, un vaisseau y a atterri en 1982 et n'a réussi à y rester que 2 heures. Mais une équipe a tout de même obtenu les premières photos en couleur de Vénus et analysé une partie du sol de la planète. Les planètes entrent en collision avec des astéroïdes, des comètes, d'autres planètes et le reste des corps célestes qui se déplacent dans l'espace. Mais les galaxies entrent aussi en collision. La Voie lactée, notre galaxie, se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Elles se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse de 400 000 km/h. Un jour, c'est inévitable, elles entreront en collision et tout changera. 2 galaxies fusionneront en une seule, toute neuve et unique. Et certaines planètes et étoiles ne survivront pas. Mais selon les prévisions, cela n'arrivera pas avant 4 milliards d'années, ce qui nous laisse pas mal de temps pour nous préparer. La combinaison de la gravité sur notre planète et de la force gravitationnelle de la Lune entraîne des changements dans les marées océaniques. Lorsque tu sautes en l'air, tu es ramené sur la terre ferme à cause de la force invisible qui attire les choses les unes vers les autres et qui s'appelle la gravité. La Lune possède une masse environ 80 fois plus faible que la Terre, mais elle a quand même une force gravitationnelle. Lorsque notre planète tourne, la force gravitationnelle de la Lune influence la partie de la Terre qui est la plus proche d'elle, et elle affecte toute la planète, pas seulement l'eau. Mais la terre ferme est plus dense que l'eau, c'est pourquoi nous ne voyons les effets de la gravité de la Lune que sur l'eau, et les résultats sont les marées. Sur le côté opposé de notre planète, celui qui est le plus éloigné de la Lune et où la gravité de la Lune est la plus faible, la marée est haute car la Lune tire le reste des océans vers elle. À ton avis, quelle est l'odeur de l'espace ? En réalité, tu ne peux pas vraiment la sentir car ton odorat ne fonctionnera pas dans le vide. Mais les astronautes qui travaillent à bord de l'ISS ont déclaré avoir remarqué un arôme métallique spécifique sur la surface de leur combinaison spatiale après avoir repressurisé le sas. Ils l'ont comparé à l'odeur des fumées de soudure. D'autres éléments dans l'espace ont aussi une odeur spécifique. Par exemple, il y a beaucoup de sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère d'Uranus, qui sent donc l'œuf pourri. Vénus et Mars ont une odeur similaire. L'atmosphère de Mercure est assez clairsemée, ce qui signifie qu'elle n'a pas beaucoup d'odeur. Sur Jupiter, cela dépend de l'endroit où tu te trouves dans l'atmosphère. Certaines parties ont des niveaux élevés d'ammoniac, donc tu sentirais quelque chose comme du liquide de nettoyage. D'autres parties ont une odeur d'œuf, mais le reste, les parties avec des niveaux élevés de cyanure d'hydrogène, ont plutôt une odeur d'amande amère. Mais il vaut mieux éviter de prendre une grande bouffée de cet air toxique. Ici, sur notre planète, lorsque tu essaies de fusionner 2 morceaux de métal, tu dois appliquer suffisamment de chaleur pour que le métal atteigne son point de fusion. C'est beaucoup plus simple dans l'espace. Tu n'as pas besoin de chaleur ni d'aucune action pour coller 2 morceaux de métal ensemble pour toujours. C'est ce qu'on appelle la soudure à froid.
Cela se produit lorsque les morceaux de métal glissent l'un sur l'autre. Ils ont des couches d'oxyde protectrices qui, sur Terre, les empêchent de fusionner. Mais dans l'espace, ce type de protection disparaît, si bien que les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre et ils ne font plus qu'un. Il y a des roches provenant de l'espace partout sur la Terre. En 1996, un géologue a trouvé une roche dans le désert du Sahara. Après avoir étudié sa composition, les scientifiques ont réalisé qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, même sur d'autres planètes ou d'autres météorites. Selon une théorie, cette pierre était même plus ancienne que notre système solaire. Elle avait une composition spécifique d'éléments, probablement caractéristiques de la nébuleuse solaire primitive. Pluton a été rétrogradé du statut de planète à celui de planète naine, en partie à cause d'une autre planète naine appelée Eris, découverte en 2005. Elle a une taille similaire à celle de Pluton, et les astronomes craignaient qu'un trop grand nombre de corps spatiaux qui orbitent autour du Soleil et qui attendent d'être découverts finissent par être classés comme des planètes officielles. Donc, après avoir découvert Eris, ils ont établi de nouvelles normes pour qu'un corps céleste puisse être qualifié de planète. Ronde, en orbite autour du Soleil, avec une orbite dégagée d'objets plus petits, ce ne sont que quelques-uns des critères pour qu'un corps céleste soit considéré comme une planète. Il y a plus de 20 000 débris spatiaux, des déchets créés par les humains, qui tournent autour de notre planète. Et il ne s'agit que des morceaux plus gros qu'une balle de baseball, alors que le nombre réel de débris que les chercheurs suivent est bien plus important, environ 500 000. Il y a des millions de morceaux tellement petits que nous ne pouvons même pas les suivre. Dans l'espace, les débris peuvent se déplacer à grande vitesse, parfois plus de 28 000 km/h. Cela signifie que même de petits objets comme un éclat de peinture peuvent endommager un vaisseau spatial. La Station spatiale internationale doit donc manœuvrer soigneusement pour éviter ces obstacles. Et il y a un autre problème potentiel, c'est le syndrome de Kessler. Quand il y a autant de débris dans l'orbite basse de notre planète, ils se percutent et se brisent, ce qui entraîne de plus en plus de débris, comme une sorte d'effet domino spatial. L'un des moyens potentiels de résoudre ce problème est d'utiliser des filets qui pousseraient les objets dans notre atmosphère et on pourrait alors nettoyer au moins une partie des déchets. Neptune a une lune assez intéressante appelée Triton. Elle nous rappelle un peu Pluton de par sa composition similaire, mais elle est aussi en orbite rétrograde. Triton est probablement l'un des objets glacés de la ceinture de Kuiper. La gravité de Neptune l'a vraisemblablement piégé à un moment donné et l'a transformé en sa propre lune, car depuis, Triton est en orbite autour de Neptune, mais dans le sens inverse de la rotation de celle-ci. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Triton, ce sont ses geysers en éruption. Il y a de l'eau sur 2 des lunes de Saturne. La première, Encelade, possède un océan entier composé d'eau salée. Et au vu de certaines molécules organiques complexes, il pourrait même exister des signes d'une certaine forme de vie. Mais ce n'est qu'une théorie que personne ne peut encore confirmer. Titan, l'autre lune, pourrait aussi avoir des signes de vie. Tout endroit dans l'espace qui contient à la fois des composés chimiques contenant du carbone et de l'eau est un foyer potentiel pour une certaine forme d'organisme vivant. Quelle est la planète la plus froide de notre système solaire ? La réponse la plus évidente semble être Neptune, puisque c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Mais il s'agit en fait d'Uranus. Elle est 20 fois plus éloignée du Soleil que nous. La température moyenne au sommet de ces nuages, qu'on appelle température de surface dans les géantes gazeuses, puisqu'elles n'ont pas de surface solide, est de moins 193 degrés Celsius. Les planètes qui sont si éloignées du Soleil ne peuvent pas recevoir beaucoup de chaleur. C'est pourquoi une partie de la chaleur provient de leur noyau. De la même façon que le noyau de notre planète est plus chaud que la surface. Mais ce n'est pas suffisant, si bien que Neptune et Uranus sont toutes deux très froides. Neptune a néanmoins du méthane dans son atmosphère. Sur Terre, le méthane est un gaz à effet de serre, ce qui signifie qu'il piège la chaleur comme une épaisse couverture. Uranus a moins de méthane dans son atmosphère, c'est pourquoi elle est un peu plus froide que Neptune, même si Neptune est plus éloignée. En parlant d'Uranus, savais-tu qu'une saison là-bas dure 42 ans ? La planète fait une rotation sur son axe en 17 heures, mais son inclinaison est si prononcée que l'un ou l'autre pôle est toujours dirigé vers le Soleil. Cela signifie qu'une journée au pôle nord de la planète dure 42 années terrestres, soit la moitié d'une année sur Uranus. Donc si tu pouvais aller sur cette planète et te tenir sur son pôle nord, tu verrais le Soleil en permanence dans le ciel. Tu tournerais autour de lui pendant tout l'été, après quoi tu ferais face à 42 ans d'obscurité et d'hiver.
Quand tu la vois dans le ciel, elle a l'air ronde, mais la Lune a plutôt une forme ovale, semblable à celle d'un citron. Cette forme aplatie avec un renflement de chaque côté est apparue il y a des milliards d'années lorsque des forces de marée extrêmement chaudes ont façonné sa croûte. Elles ont réchauffé certaines régions plus que d'autres. La gravité de notre planète a contribué à exagérer cette forme de citron au fil du temps. Lorsqu'ils se préparaient à envoyer des missions sur la Lune, certains chercheurs étaient inquiets car il y avait une épaisse couche de poussière sur la surface lunaire. Ils avaient peur que les mers de poussière soient suffisamment molles et épaisses pour engloutir ceux qui y atterriraient. Mais même si la surface est poussiéreuse, cette couche est heureusement trop fine pour causer des complications. Notre Lune n'est certainement pas la plus grande du système solaire. La championne est Ganymède, l'une des 79 lunes qui tournent autour de Jupiter. Mais notre Lune est la plus grande par rapport à sa planète mère. Elle a un diamètre de plus de 3000 km, ce qui représente un peu plus d'un quart de celui de la Terre. La plus grosse lune de Pluton, Charon, a presque la taille de Pluton. C'est pourquoi on dit plutôt qu'il s'agit d'un système de planètes naines double. Combien de temps te prendrait une promenade autour de la Lune ? Lorsque les astronautes d'Apollo y étaient, ils ont réussi à marcher à une vitesse d'environ 2 km/h. En moyenne, tu marches 2 fois plus vite sur Terre, car la force gravitationnelle de la Lune te donne beaucoup moins de traction sur le sol. Mais il faut dire aussi que les combinaisons spatiales que portaient les astronautes n'ont jamais été conçues pour des randonnées sur de longues distances. En théorie, tu pourrais atteindre la vitesse de 5 km/h avant de devoir t'arrêter pour faire une pause. À ce rythme, pour parcourir les 10 900 km de la circonférence de la Lune, il te faudrait 91 jours si tu marchais sans t'arrêter. Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? Elle passe par différentes phases chaque mois, en commençant par la nouvelle Lune et en allant progressivement jusqu'à la pleine Lune, pour refaire la même chose, mais en sens inverse. La lumière du Soleil frappe une moitié de la Lune à la fois. Cela lui donne un côté nuit et un côté jour, comme ce que nous avons ici sur Terre. La forme sous laquelle nous voyons la Lune dépend de l'endroit où elle se trouve par rapport au Soleil. Si elle se trouve directement entre nous et le Soleil, la lumière du Soleil ne frappe que le côté que nous ne voyons pas. C'est une nouvelle Lune. Elle apparaît complètement sombre dans cette phase. Mais lorsqu'elle arrive du côté de notre planète qui est opposé au Soleil, son côté jour est complètement tourné vers la Terre. C'est alors que nous voyons une pleine Lune. Après la phase initiale de nouvelle Lune, nous voyons une partie de plus en plus grande de sa surface dans le ciel, tandis qu'elle tourne autour de notre planète. C'est ce que l'on appelle la phase croissante. Dans cette phase, la Lune prend d'abord la forme d'un croissant. Ensuite, quand elle est à moitié pleine, on appelle cela le premier quartier. Puis, elle entre dans une phase de Lune gibbeuse, lorsqu'elle est plus grande que la moitié, mais pas encore pleine. Après avoir atteint la phase de pleine Lune, elle rétrécit de nouveau lentement et passe par les mêmes phases en ordre inverse. Si tu vas un jour sur la Lune, tu verras probablement des empreintes de pas humains. Il est vrai que personne n'y a mis les pieds depuis la dernière mission Apollo en 1972. Et ces traces de pas pourront rester là pendant de nombreuses années, car il n'y a pas d'activité géologique sur la Lune, comme des séismes ou des éruptions volcaniques. Il n'y a pas non plus de vent, de pluie ou d'autres éléments qui pourraient effacer ces empreintes. Mais comment te rendrais-tu sur la Lune ? Les fusées sont probablement la première chose qui te vient à l'esprit. Mais un ascenseur lunaire pourrait être une meilleure option, car voyager dans une fusée est un moyen difficile, coûteux et plutôt dangereux d'essayer d'atteindre la surface lunaire. Pourquoi voudrait-on retourner là-haut ? Il ne s'agit pas seulement de cratères, d'une vue imprenable sur notre planète ou de toutes ces choses uniques que la Lune offre. Elle regorge aussi de ressources comme une forme rare d'hélium que nous pourrions utiliser dans des centrales à fusion sur Terre. Nous pourrions aussi extraire d'autres éléments rares comme par exemple le néodyme et l'utiliser pour les smartphones et autres gadgets. Pour créer un ascenseur lunaire, nous aurions besoin de tendre un câble ancré à la surface de la Lune sur 400 000 km vers la Terre. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le faire arriver suffisamment haut dans l'orbite de notre planète. Il y aurait des navettes robotisées alimentées par l'énergie solaire qui monteraient et descendraient le long du câble. Un peu comme un tapis roulant qui transporterait les ressources rares et précieuses vers notre planète. Le câble serait aussi épais qu'un crayon et pèserait 40 tonnes. Cela semble coûteux à fabriquer, mais un ascenseur lunaire serait très probablement rentabilisé en seulement 53 voyages. La Lune est en mouvement constant. Elle tourne sur son axe et autour de la Terre.
Et il faut le même temps à la Lune pour faire une rotation autour de la Terre et une rotation autour de son axe. Au contraire de notre planète, qui tourne sur son axe toutes les 24 heures et fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours. La Lune est donc en rotation synchrone à notre planète, c'est pourquoi nous voyons toujours le même côté de notre satellite naturel. Selon une théorie, la Lune s'est probablement formée lorsqu'un gros objet de la taille de Mars a heurté la Terre. Ils sont entrés en collision il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire était encore à ses débuts, qui étaient assez chaotiques. Si cette théorie est validée, environ 60% de la Lune serait composée d'éléments plus légers qui sont également présents dans la couche externe de notre planète. Un heureux concours de circonstances nous permet de voir des éclipses solaires totales depuis notre planète. La Lune a la taille et la distance parfaite par rapport à la Terre pour apparaître de la même taille que le Soleil lorsque nous la regardons dans le ciel. Lorsque la Lune passe entre le Soleil et nous, elle couvre parfaitement le Soleil. De plus, tu peux voir un halo impressionnant qui illumine ses bords. Si elle était plus éloignée de nous ou plus petite, une éclipse solaire donnerait seulement l'impression qu'il y a une tache sur le Soleil. Notre Lune contient de l'eau qui jaillit un peu partout. Il y a là-bas de l'eau renfermée dans de la glace. Certaines molécules d'eau se déplacent à la surface lorsque la Lune se refroidit et se réchauffe pendant la journée. L'eau reste bloquée à sa surface jusqu'à midi lunaire lorsque le Soleil est au-dessus de la branche supérieure de l'un des méridiens de la Lune. À ce moment-là, une partie de l'eau fond, se réchauffe et se retrouve dans la délicate atmosphère lunaire. Son atmosphère contient aussi quelques gaz inhabituels, notamment du potassium et du sodium. Vénus, Mars et la Terre n'ont pas ces gaz dans leur atmosphère, donc l'eau reste et flotte là jusqu'à ce qu'elle arrive dans une zone plus fraîche. Ensuite, elle se dépose à nouveau à la surface. Il y a une anomalie spécifique sous la surface du pôle sud de la Lune, un blob géant et extrêmement dense de métal logé dans le manteau, et il modifie probablement le champ gravitationnel de la Lune. Personne ne sait comment un blob de métal aussi énorme s'est retrouvé piégé sous la surface lunaire. Il pourrait s'agir de restes de l'astéroïde Fer-Nickel. Il y a 4 milliards d'années, cet astéroïde s'est écrasé sur la face cachée de la surface lunaire et a créé cet énorme cratère nommé bassin pôle Sud-Aitken. Notre satellite naturel rétrécit, son intérieur se refroidit, ce qui fait que la Lune devient plus fine de 45 mètres, tout comme un raisin se plisse lorsqu'il rétrécit. Mais un raisin a une peau flexible, tandis que la croûte de la surface lunaire est fragile. C'est pourquoi elle se brise lorsque la Lune rétrécit et forme ainsi des failles de poussée. Une section de la croûte pousse sur la partie la plus proche. Cela se produit depuis quelques centaines de millions d'années. Ces failles lunaires sont toujours actives. Elles produisent probablement des séismes lunaires car la Lune rétrécit et se refroidit progressivement tout le temps. Certains de ces tremblements de Lune sont forts, environ 5 sur l'échelle de Richter. Pendant leur orbite autour de la Lune, les astronautes ont pris des images d'INA, un dépôt volcanique assez inhabituel. INA n'est pas très vieux. Il pourrait s'être formé quelque part entre 3,5 et 1 milliard d'années. Les volcans de la Lune étaient probablement actifs pendant l'ère des dinosaures. Si seulement ces derniers avaient pu inventer les télescopes, ils auraient probablement joui d'une vue magnifique de la lave qui suintait de la surface lunaire de temps en temps. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Il ne correspond pas à l'heure sur notre planète. Une année sur la Lune dure 12 jours. Chaque jour est à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Ces jours ont reçu leur nom d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Les jours sont divisés en 30 cycles, les cycles sont divisés en heures, minutes et secondes. Le calendrier a commencé lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Il y a beaucoup d'objets spatiaux tout autour de l'univers, des étoiles aux planètes, en passant par les satellites, les comètes et les astéroïdes. Mais notre corps céleste le plus proche est la Lune, qui a fait l'objet de nombreuses recherches, théories et même de mythes. En tant que seul satellite naturel et permanent, la Lune figure dans la liste des 10 plus gros satellites de notre système solaire. Elle est située dans un bras spiralé extérieur de la Voie lactée. D'autres planètes de notre système solaire, comme Mars ou Jupiter, ont de nombreuses lunes. Saturne est la planète qui arrive en tête de cette liste, avec un nombre étonnant de 82 lunes, dont 53 ont un nom. Tu veux la liste complète ? Non ? Alors on continue.
Notre Lune, avec son rayon moyen de 1737 km, n'est pas la plus grosse lune du système solaire, mais elle est la plus grosse par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle gravite. Ce qui distingue un satellite comme la Lune et une planète n'est pas la taille comme on pourrait le penser. Les plus grandes lunes de notre système solaire sont énormes. Certaines d'entre elles sont même plus grandes que les planètes telluriques. Jupiter possède d'ailleurs plusieurs de ces types de satellites, comme la glaciale Ganymède. C'est la plus grande lune de notre système solaire, plus grande que Mercure et Pluton. Il se pourrait même qu'elle abrite un océan salé souterrain qui pourrait surpasser toute l'eau de la surface de la Terre. Le diamètre de notre Lune est un peu plus grand qu'un quart de celui de la Terre, mais sa masse est 80 fois moins importante que celle de notre planète. Pour te donner une meilleure idée, si tu considères notre planète comme un gros ballon creux, il te faudrait environ 50 lunes pour le remplir. Mais regardons la taille de notre Lune d'un point de vue un peu différent. Comment se compare-t-elle aux États-Unis ? Les États-Unis mesurent 4500 km de large, ce qui signifie que le diamètre de la Lune est plus petit. Il est difficile pour nous de la voir autrement, mais que se passerait-il si notre satellite était 2 fois plus grand ? Eh bien, tout d'abord, nous verrions beaucoup plus d'éclipses solaires. Dans les conditions actuelles, elles peuvent se produire 2 à 5 fois par an, mais 5 fois est plutôt une exception. La dernière fois qu'il y a eu 5 éclipses solaires en un an, c'était en 1935, et il faudra attendre jusqu'en 2206 pour assister au prochain événement de ce type. Le Soleil et la Lune ont l'air d'avoir à peu près la même taille vue d'ici sur Terre, mais tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'étoile autour de laquelle nous tournons est gigantesque. Alors si le Soleil était creux, combien de lunes penses-tu qu'il faudrait pour le remplir ? Attends, pas besoin de chercher sur Google. Il faudrait 64,3 millions de lunes, ou environ 1,3 million de terres. Oui, le Soleil est à ce point énorme. Et tant qu'on en parle, sache qu'il a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Quant à sa masse, eh bien, elle est pas moins de 330 000 fois supérieure à celle de la Terre. Mais qu'est-ce qu'une étoile ? En termes simples, c'est une boule de matière chaude et brillante maintenue ensemble par la gravité. La raison pour laquelle elle émet à la fois de la chaleur et de la lumière est sa température très élevée. Les experts appellent les plus petites étoiles des naines rouges en raison de leur taille et de leur couleur. Ce sont aussi les types d'étoiles les plus fréquents dans notre galaxie, certaines d'entre elles étant si minuscules et ternes qu'elles sont invisibles pour les habitants de la Terre. C'est le cas de notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. Notre Soleil est considéré comme une étoile moyenne car sa masse, sa luminosité et son espérance de vie sont moyennes. Il existe aussi des étoiles géantes. Elles sont plus rares, mais plus faciles à voir. C'est pourquoi tu peux supposer sans risque qu'à peu près toutes les étoiles que tu vois après le coucher du Soleil sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Mais assez parlé de cela, revenons à la vedette du jour, la Lune, notre seul satellite naturel. L'est-elle vraiment ? Ce n'est peut-être pas tout à fait exact. En 1997, un groupe de scientifiques est tombé sur un astéroïde d'environ 5 km de large qui semblait pris dans l'étau gravitationnel de la Terre. Il ressemblait à un satellite de notre planète. Ils l'ont appelé Cruithney. Il lui faut environ 770 ans pour faire le tour de la planète. Il semble qu'il va rester en état de suspension autour de notre planète pendant encore au moins 5000 ans. La Lune s'éloigne progressivement de nous. Chaque année, elle retient une partie de l'énergie de rotation de notre planète et l'utilise pour s'élever d'environ 4 cm sur sa propre orbite. Si les données dont nous disposons aujourd'hui sont correctes, à l'époque de sa naissance, notre Lune était à environ 22 530 km de nous. La distance actuelle est de 385 000 km. Alors, que se passera-t-il lorsqu'elle s'éloignera complètement ? Eh bien, on cessera de chanter « Au clair de la Lune » et « Fly me to the moon ». Mais surtout, il n'y aura tout simplement plus de marée dans les océans de notre planète et nos nuits deviendront plus sombres. Les saisons seront très différentes, tout comme la longueur de nos journées. D'après les calculs actuels du monde scientifique, cela prendra environ 50 milliards d'années. Donc tu peux attendre un peu avant de faire un stock de lampes de poche. Mais il y a un hic. Notre Soleil devient environ 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, il est plus probable que bien avant que la Terre ne se retrouve sans sa Lune, le Soleil les aura déjà avalées toutes les deux. Tes lampes de poche seront encore plus inutiles. Qu'est-ce qui distingue une planète et pourquoi notre Lune n'est-elle pas considérée comme telle ?
Après tout, elle est plus grosse que certains autres objets de notre système solaire qui sont, techniquement, des planètes. Pour commencer, une planète est un corps céleste qui fait 3 choses. Elle tourne autour d'une étoile et pas autour d'autre chose. Elle est suffisamment massive pour prendre une forme ronde à cause de sa propre gravité. Et enfin, elle a le pouvoir d'attraper toute la poussière ou les fragments qui se trouvent sur son orbite lorsqu'elle se déplace autour de son étoile. Nous avons établi que la Lune n'était pas en orbite autour du Soleil, mais elle n'est pas non plus en orbite autour de la Terre. Tous deux orbitent autour d'un certain point situé entre elles, appelé leur barycentre. Il se trouve à environ 1600 km sous la surface de la Terre, mais toujours à environ 4800 km du centre de notre planète. Comme ce barycentre se trouve sous la surface de la Terre, nous ne considérons pas la Lune comme une planète. Pour cela, il faudrait que la Lune soit environ 1/3 plus grande et 1/3 plus éloignée, afin que le barycentre soit indépendant de la surface terrestre. La Lune a cependant d'autres caractéristiques semblables à celles d'une planète, ce qui la rend très spéciale dans notre système solaire. Tout d'abord, elle a une croûte, un manteau et un noyau. Elle possède également une géologie assez active, avec des événements comme nos propres tremblements de terre. Là-haut, on les appelle des tremblements de lune. Et maintenant, continuons notre exploration spatiale. Quoi, tu n'entends rien ? C'est normal, car l'espace est totalement silencieux. Comme il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, le son n'a aucun moyen de voyager pour que tu puisses l'entendre. Tu voudras éviter Vénus si tu souhaites poursuivre ton voyage dans l'espace. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Sa température de surface moyenne est d'environ 450 degrés Celsius. On pourrait penser que c'est parce qu'elle est la plus proche du Soleil, sauf que ce n'est pas le cas. On pourrait aussi penser que la planète la plus proche, Mercure, serait la plus chaude. Mais comme cette dernière n'a pas d'atmosphère qui aide à réguler sa température, elle a tendance à avoir de plus grandes fluctuations. Ton calendrier serait aussi très chamboulé sur Vénus, car un jour à sa surface est à peu près aussi long qu'une année sur Terre. C'est parce que Vénus tourne lentement autour de son propre axe et qu'il lui faut 243 jours terrestres pour accomplir sa propre journée. Si tu faisais une halte sur Mars, sois à l'affût de ces couchers de soleil bleus. Selon les spécialistes de la NASA, il y existe une poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le Soleil beaucoup plus visible sur Mars. Tu aimes les diamants ? Fais tes valises car il existe une planète entièrement faite de diamants et elle fait 2 fois la taille de la Terre. On pense qu'elle est très probablement recouverte de graphite et de diamants. Une combinaison spatiale coûte environ 12 millions de dollars, mais une visite là-bas couvrirait entièrement ses dépenses, tu ne crois pas ? Et si tu n'es pas fan des explorations spatiales et que tu préfères le confort de notre planète, voici une bonne nouvelle pour toi. Il y a plus d'arbres sur Terre qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Nous savons qu'il y a environ 3000 milliards d'arbres sur la planète Terre et entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Est-ce que la Terre va survivre ?
Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elles restent collées. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années, et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter.
Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de série, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés, les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit.